Alors, l'Université populaire européenne de Grenoble s'efforce depuis 2006 de faire mieux connaître l'Europe, plus particulièrement l'Union européenne. Cette période de pandémie de la Covid-19 impacte très largement l'Europe dans de nombreux domaines. Et nous avons pris l'initiative depuis quelques mois de lancer un questionnaire sur l'Europe du futur auprès de chercheurs, d'universitaires, de personnalités politiques et sociales. Mais cela est complémentaire en quelque sorte de la préparation de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Merci, Monsieur le ministre d'État, d'avoir accepté cet échange. L'UPEG voudrait mieux connaître votre vision de l'Europe du futur, compte tenu de votre expérience, de votre implication politique, notamment sur les questions environnementales, mais pas seulement. Vous avez un impressionnant parcours sur ces questions avec des fonctions très différentes. Personnellement, j'ai été un fan de votre émission Ushuaïa sur TF1 des années 80 et 90. Cela vous a amené à la création d'une chaîne de télévision du même nom et d'une fondation qui deviendra la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, que vous présidez jusqu'en 2017. Vous êtes actuellement le président d'honneur de cette fondation. Vous avez influencé de nombreux responsables politiques et des présidents. On se souvient du pacte écologique de 2007, de votre appel au chef d'État lors de la conférence de Paris de 2015. Vous devenez en mai 2017 ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. La même année, vous présentez le plan climat du gouvernement, qui comprend de nombreuses dispositions sur la production d'énergie, sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur la fin des voitures à l'horizon 2040. Votre démission en août 2018 restera un moment politique très fort. Vous dites dans un livre en 2018, vous ne devez plus vous mentir. Dans votre dernier livre avec Frédéric Lenoir, D'un monde à l'autre en 2020, vous évoquez les limites du politique. Alors ma première question, c'est la pandémie de la Covid-19 et toutes ses conséquences, pas seulement sanitaires, n'est-elle pas une réelle opportunité pour constituer une Europe de la santé, mais imaginer aussi d'autres projets collectifs? En tout cas, oui, c'est une opportunité, c'est un enseignement. Ça nous démontre une fois de plus que par rapport à des événements inédits de grande ampleur, et malheureusement, nous en aurons quelques-uns au cours de ce siècle, évidemment, nous sommes plus forts unis et nombreux que seuls. Et on le voit bien dans cette pandémie que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons résoudre d'une manière unilatérale. Ça a mis évidemment en exergue un certain nombre de points saillants et qui doivent nous amener, je l'espère, une fois ce moment tragique passé, à tirer des enseignements. Notre vulnérabilité, alors d'abord notre vulnérabilité en tant qu'humain, puisque ce petit virus sorti d'on ne sait où, peut-être d'une forêt asiatique, a mis à genoux la moitié de l'humanité et nous joue bien des tours chaque jour. Ça a mis aussi au grand jour, pour ce qui concerne l'espace européen, notre vulnérabilité ou notre dépendance en matière de santé et en matière sanitaire. Donc voilà, c'est une expérience qui est lourde, qui doit, je l'espère, quand le calme sera revenu, nous permettre de tirer un certain nombre d'enseignements. Mais ça montre bien que nous rentrons dans une ère d'enjeux universels et que cette idée que des États isolés, seuls, puissent jouer un rôle constructif ou éventuellement résoudre seule une solution est une vue de l'esprit, puisque isolé, dans un monde où nous serons en 2050 10 milliards, un État de l'Union européenne isolé ne pèsera rien, ça sera un État nain. Donc simplement, cette pandémie confirme que l'Europe, plus que jamais, est nécessaire parce que l'Union fait la force, bien entendu. Ce n'est pas de moins d'Europe dont on a besoin, c'est de mieux d'Europe. Il y a une première étape qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque, qui était plutôt sur des perspectives et des enjeux économiques. Aujourd'hui, il faut redéfinir l'ambition européenne, tirer les leçons de ce qui a fonctionné dans l'Europe, de ses vertus. Le premier dividende, c'est la paix des États membres, mais ses faiblesses, c'est-à-dire sa grande inertie, sa complexité, me semble-t-il, sa faiblesse politique, sa faiblesse économique, et ne tire pas, à mon avis,
comment dire, tout le potentiel que l'Europe pourrait avoir de cette union, parce que je rappelle quand même, mais chacun le sait, que l'Europe représente le premier marché économique mondial, 19% du PIB mondial. C'est un levier qui peut être vertueux, mais dont on se sert, me semble-t-il, pas suffisamment. Et puis, si l'Europe veut être grande, influente, puissante, protégée, elle doit, dans un certain nombre de domaines, et c'est cette Europe du futur que je souhaite, avoir une forme de souveraineté, ce qui en aucun cas ne doit coïncider avec une forme d'isolement, pas du tout. Cette souveraineté lui donnera peut-être d'ailleurs des marges de manœuvre pour être beaucoup plus ouvert sur le monde. Souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire, souveraineté stratégique, souveraineté numérique et souveraineté énergétique, et probablement que j'en oublie quelques-uns, mais pour qu'elle ait, comment dire, une puissance sur ces thématiques, il faut lui donner évidemment une dimension politique qu'elle n'a pas pour l'instant et lui redonner des prérogatives régaliennes qu'elle n'a pas eues lorsque l'Europe originelle a été constituée. Et justement, quand vous évoquez cette question de souveraineté, c'est relativement aisé de l'affirmer, c'est plus compliqué d'y arriver, me semble-t-il, à cette souveraineté. Parce que comment arriver à convaincre, si l'on peut dire, les États. Parfois, on a l'impression dans les sondages que les peuples vont plus vite que les États. Si on regarde les eurobaromètres notamment, ils voient la souveraineté. Mais comment y arriver d'une certaine manière? Alors, je n'ai pas de recette miracle, Non, bien entendu, parce qu'il y a sur l'Europe des fantasmes, des irritations légitimes, mais des irritations. On voit toujours ce que l'Europe ne nous a pas apporté, on ne voit pas ce qu'elle nous a apporté. Je pense qu'il faut, dans ce domaine, évidemment, faire preuve de discernement. Mais vous avez raison, ça apparaît plus comme l'Europe des États que comme l'Europe des peuples et des citoyens. Donc je pense qu'il faut proposer un projet européen en lui redonnant de la flexibilité, bien entendu, et en lui redonnant évidemment une ambition sociale, une ambition écologique, une ambition de solidarité. Voilà. Mais pour ça, il faut lui donner les instruments. Il faut évidemment une Europe qui, quelque part, est un projet à terme assez radical. Quand je dis radical, le mot ne doit pas nous effrayer, mais nous sommes quand même dans un carrefour de crises monumentales, des crises migratoires, une crise écologique, une crise économique, une crise démocratique, pour ne parler que de ça. La mondialisation effrénée qui nous échappe un peu, des grands blocs, des grands empires quelque part maintenant qui quelque part menacent un peu la puissance économique de l'Europe, la sécurité, le terrorisme, etc. Donc il faut évidemment d'évidence faire preuve de pédagogie pour comprendre que par rapport à ces enjeux-là, nous ne pouvons rien résoudre tout seul. Mais il faut quelque part aussi, comment dire, ensemble, construire l'imaginaire de ce que peut être cette Europe solidaire. Il ne suffit pas de dire les mots, il va falloir travailler sur le comment. Comment l'Europe peut être plus solidaire? Pour être plus solidaire, il va falloir une Europe qui s'harmonise en termes de fiscalité, bien entendu. Une Europe qui redistribue véritablement la richesse. Une Europe qui met fin aux paradis fiscaux. Une Europe qui fait en sorte que tout l'argent qui circule dans l'espace européen sert à la solidarité. Une Europe qui se dote des moyens de gérer ce qu'on appelle évidemment les biens communs. Une Europe qui assure elle-même sa défense pour que les Européens ne perdent pas leur identité nationale, bien entendu, mais quelque part acquièrent au fil du temps aussi une fierté de l'identité européenne, que l'une ne gomme pas l'autre, que l'une vienne s'adosser à l'autre. Pour l'instant, c'est vrai, on a le sentiment parfois, c'est un peu injuste, que l'Europe s'occupe des détails, mais ne s'occupe pas de l'essentiel. En politique étrangère, pardon de le dire, mais l'Europe est un peu insignifiante, alors que le poids de l'Europe est évidemment excessivement important. Et pour redonner cette fierté de l'Europe, il faut quand même rappeler qu'au niveau démographique, l'Europe représente 7% de la population mondiale. Et pourtant, l'Europe dépense 50% des dépenses sociales. Ce simple chiffre, et c'est là où on doit faire preuve de pédagogie, doit nous montrer que oui, on peut voir ce qui ne fonctionne pas. Ouais, mais voyons, c'est ce que j'appelle des privilèges au regard de ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Donc l'Europe n'a pas produit que du mal, mais chemin faisant, probablement qu'il faut aujourd'hui, et à mon avis c'est la première des priorités, que l'Europe se dote de flexibilité,
pour tendre peut-être vers une forme d'intégration à deux vitesses. Et moi, je suis convaincu qu'il faut une Europe à deux vitesses. Et peut-être que, notamment l'Europe de la zone euro, Oui. peut tendre vers pour ce qui pourrait à terme devenir une fédération des États européens. Et évidemment, avec une intransigeance démocratique, évidemment sur les valeurs, et ceux qui pour l'instant ne sont pas totalement fidèles à l'état de droit, il faut, dans un premier temps, dans ce cercle de l'euro, restons évidemment à ceux qui partagent ces valeurs. Mais il faut redonner, peut-être qu'il faut substituer un certain nombre de traités, une constitution qui aura été votée évidemment par les citoyens et comme on est élu dans nos propres pays. Au fond, il faut oser les États-Unis d'Europe, comme l'imaginait Victor Hugo, qui est derrière vous d'ailleurs, me semble-t-il. Et que vous exactement, vous avez l'œil parce qu'il est là, c'est mon maître à penser. À côté de Mandela. Voilà, et juste pour la petite histoire, pour vous dire combien Victor Hugo m'inspire à tous les niveaux, vous ne le voyez pas, mais dans mon jardin qui est là, j'ai une pousse du chêne de l'Europe que j'ai pris dans sa maison de Hauteville à Guernesey. Et donc les États-Unis d'Europe sont une perspective potentielle et peut-être essentiellement entre ceux de la zone euro, pour l'instant. Écoutez, moi je ne vois pas, encore une fois, par rapport à ces grands enjeux, très sincèrement, je ne vois pas comment on peut s'en tirer seul. Je pense qu'il y a une forme de contradiction à vouloir s'isoler, se replier. Je sais bien que c'est une structure lourde, mais c'est une structure jeune, bien entendu. Et l'Europe peut inspirer le monde. Encore faut-il qu'elle-même s'applique à un certain nombre de règles. L'ADN de l'Europe, quand même, aujourd'hui, c'était de s'appuyer sur tous les ressorts du libéralisme. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on se mette un certain nombre de règles communes par rapport aux contraintes du temps. Si nous avions, imaginons, l'Europe se dote d'une fiscalité commune, avec par exemple une fiscalité incitative pour tout ce qui est vertueux, une fiscalité progressivement dissuasive pour tout ce qui est toxique. Si nous faisions en sorte que tout ce qui participe de la spéculation puisse être soumis à contribution et que ce soit au service de la solidarité et pas simplement la solidarité intra-européenne, mais avec une alliance avec nos amis africains dont le sort dépend de l'Europe et dont le sort de l'Europe dépend de l'Afrique, sur cette vision-là, moi je suis prêt et je pense qu'on serait nombreux à s'enthousiasmer. Si nous pouvions mettre à nos frontières européennes, parce que personne ne peut se priver de commercer avec l'Europe, et l'Europe ne peut pas se priver de commercer avec les grandes puissances économiques, mais ce qu'on appelle des leviers, des clauses miroirs, pour faire en sorte que si nous nous appliquons des normes sociales et environnementales en Europe, eh bien, on commercera avec ceux qui ont évidemment les mêmes exigences. Donc, c'est cette ambition-là, évidemment, dont nous avons besoin dans l'évolution de l'espace européen. Dernière peut-être question, est-ce que le plan de relance pour vous est, comme l'a dit un certain Jean Quatremer, est un moment hamiltonien? Écoutez, moi le plan de relance… Dans le bon sens. Non, alors on peut, comme en 2007, hein, on peut voir… là aussi, le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Reconnaissons quand même qu'en 2007, on a bien été content que l'Europe soit là. Et on est bien content aussi que de temps en temps, l'Europe s'affranchisse d'un certain nombre de règles communes, donc qu'elles se soient fixées, je pense évidemment aux 3%, dans des situations de crise majeure. Je considère d'ailleurs que la crise écologique est une crise majeure et j'aimerais bien justement que ce plan de relance soit conditionné à ce qu'il n'y ait pas un euro qui ne participe pas à la résolution de la crise écologique et non pas à la continuer ou à l'amplifier. Voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant, le budget européen, parce qu'il n'y a pas d'impôt véritablement européen, il est très chétif. Et si on veut effectivement redonner une souveraineté dans un certain nombre de secteurs à l'Europe, il faut lui donner les moyens. Si on veut une armée européenne, si on veut comment dire, une protection civile européenne, parce que, pardon de dire, moi je serais fier d'être européen le jour où il y aura des navires européens en Méditerranée pour se substituer aux organisations qui viennent tendre la main à ces migrants
qui, par centaines ou par milliers, viennent mourir dans les eaux de la Méditerranée. On va me poser, oui, mais si on fait ça, tout le monde va vouloir traverser. Non, on sauve, parce que de toute façon, si on n'est pas là, ils mourront et on les ramènera dans leur pays d'origine. Mais je ne peux pas imaginer un seul instant que ce que des ONG ont fait avec brio, l'Europe ne puisse pas le faire. C'est ça qui redonnera aussi de la fierté aux Européens, aux citoyens européens. Mais encore une fois, il faut écouter l'expression des peuples, des citoyens, par la voie des élections, bien entendu, puisque s'il y a une fédération à terme des États européens, évidemment, ça sera au suffrage universel. Bien, merci beaucoup de cet échange et merci beaucoup de nous redonner de l'espoir dans le projet européen qui doit nous faire rêver encore. Absolument, le rêve et l'espoir seront les derniers à mourir. Merci beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.